On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Ici même, à cette émission, dans les dernières années ou sur d'autres tribunes, vous avez entendu parler du cas de Sandra Malon de Saint-Jean-sur-Richelieu qui a passé 4 ans de sa vie au Panama. Ça fait maintenant 1 an qu'elle est revenue. On fait le tour avec elle à l'instant. Vous vous rappelez probablement du cas de Sandra Malon, dont on a parlé ici abondamment au cours des dernières années, qui a été incarcérée au Panama pendant plusieurs années. Bon, elle est maintenant sortie de prison, sortie du Panama, mais également sortie de prison. Et elle est avec nous. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Évidemment, il s'en est passé des choses. Il y a de l'eau qui a coulé sous les ponts depuis, parce que, bon, nous, ça fait quand même quelques années qu'on fait des émissions de télé ici, où, évidemment, on parle de ce qui arrive aux gens de la région et tout ça. Bon, puis à l'époque, votre sœur nous avait interpellés sur votre cas, parce que, bon, vous étiez incarcéré au Panama, vous voulez préserver la maison que vous aviez, je pense, à Saint-Hubert, etc., etc. Et finalement, on se rendait compte que le dossier ne débloquait pas. Faites-nous peut-être juste une petite mise en contexte pour que les gens se rappellent, dans le fond, qu'est-ce qui vous est arrivé. L'accusation, la fausse accusation, c'est trafic international de drogue. Ce que j'ai jamais fait. Je suis même prêt à passer un polygraphe en public pour le prouver. Les dates qu'on m'accuse, comme ils ont commencé avec le rapport d'analyse de drogue qui est daté du 21 mai 2009. J'étais au Canada le 21 mai 2009. Les policiers ont fait le rapport à mon sujet de supposément arrestation, mais mes droits n'ont pas été lus encore aujourd'hui. Le 7 juin 2009, je suis rentrée au Panama le 10 août 2009 avec mon passeport. Comment qu'on peut accuser une personne d'un crime avant que les policiers fassent l'enquête ou l'arrestation? Fait qu'ils sont bons parce qu'ils ont fait une analyse de drogue avant que les policiers fassent le rapport, avant que j'arrive dans le pays. Avant 2009, est-ce que vous étiez quelqu'un qui voyageait beaucoup, qui allait dans le sud une fois de temps en temps, qui prenait des photos? J'y allais assez souvent. J'ai fait la France à quelques reprises, j'ai fait l'Algérie aussi, j'ai fait la Bolivie. Panama, j'avais été une fois, j'avais bien aimé, Ouais. Maintenant, non, je ne le recommande plus. Je faisais des voyages, oui. Je sortais du pays une fois ou deux par année. C'était quoi votre métier avant? J'étais superviseur d'un centre de détention pour Immigration Canada. Dans un centre de détention? Je travaillais au centre-ville de Montréal. Je répondais... Je ne travaillais pas directement pour Immigration. Je n'étais pas une agente d'immigration. J'étais sous-contractant. Je faisais de la sécurité. Je répondais à 90 agents investigation renvoi pour les services frontaliers du Canada. Moi, mon travail, c'était de m'assurer que les prévenus qui venaient, soient bien traités, que les droits étaient respectés, les droits humanitaires étaient respectés, qu'ils rencontrent les agents, qui avaient leur nourriture. Puis le soir, quand on fermait les bureaux, bien, ils étaient retransférés au centre de détention à Laval. Et puis j'avais aussi ma photographie, ma compagnie de photographie à moi, le personnel, que je travaillais aussi fin de semaine. Et qu'est-ce qui s'est passé dans ce dernier voyage-là de 2009 au Panama? Parce que vous étiez là depuis combien de temps? J'ai arrivé le 10 août 2009 en vacances avec... j'avais acheté un forfait de Nolito, un forfait tout inclus. Et puis j'ai été au Royal des Cameroun. Très bel endroit. Moi, mon but, c'était de démontrer le côté pauvre du Panama. J'avais déjà été une fois avant, puis je trouvais que c'était triste de voir comment les gens vivaient. Fait que je voulais démontrer un peu en photographie. Faire de la photo et expliquer une histoire, en grosso modo, comment que ça se passait sur le Panama. Mais maintenant... Mais à quel moment on vous a arrêté? Arrêté, c'est un très grand mot. Le 17 août 2009, on m'a... Une semaine après. Donc quoi, c'était sur le chemin du retour? Oui, le chemin du retour. Donc vous, dans le fond, vous venez de passer une semaine au Panama, tout inclus. Vous revenez à l'aéroport, puis c'est la journée du départ. C'est ça, la journée du départ. Puis à quel moment on vous interpelle? Au moment d'enregistrer les bagages? J'ai fait l'enregistrement des bagages, je me suis rendue jusque-là. C'est au premier point de vérification. Quand ils ont vu que j'avais beaucoup d'équipements photographiques, « Oh, date d'argent, la madame! » Là, j'ai été questionnée, pas de problème, j'avais rien à cacher. La seule chose, c'est que mon espagnol était très, très limité dans le temps. Et puis, j'avais demandé à avoir un traducteur sur place. On m'a dit, on n'en a pas. Fait que là, on m'a passé les menottes, on m'a emmené. C'est dans le bâtiment de l'aéroport, mais juste à côté du premier checkpoint, excusez le terme anglophone, là. On m'a emmené là, et puis c'est de là que le cauchemar a commencé, là. Fouille à nu complètement devant hommes et femmes.
policiers, je présume, parce qu'il y en avait qui étaient en civil aussi, que ce soit un homme ou une femme. Mais d'où venaient les soupçons à l'égard du transport de drogue? À quel moment c'est arrivé sur le tapis, ça? Moi, je l'ai su 3 jours après avoir été gardée prisonnière à la DIJ, c'est le Centre de direction judiciaire. Ça a pris 3 jours avant que qu'on me dise la raison pourquoi que j'étais là. Et c'était quoi les preuves? Il n'y en avait pas. Ils n'ont aucune preuve. Ils n'ont pas de preuve du tout. Aviez-vous des ennemis avant ou je ne sais trop? Est-ce qu'avec le recul, des fois, vous vous dites, c'est vraiment juste l'effet du hasard, ça a tombé sur vous? Ou est-ce qu'il y avait une tentative d'extorsion à travers ça, d'aller vous soutirer de l'argent? Je ne sais pas. Moi, je pense que oui. Vu que j'étais une voyageuse seule, j'avais de l'équipement, comme que je dis, j'avais emmené le frère jumelle de ma caméra, si on veut, une autre caméra avec moi avec des lentilles de base. J'avais un équipement facilement de 25 000 avec moi. Après ça, ils ont vu, que j'étais une voyageuse seule, à de l'équipement professionnel. Il y a un policier que, à tout bout de champ, il crachait au visage, puis il me demandait « Plata, Plata ». C'est quoi Plata? T'sais? Puis à un moment donné, il faisait le signe de piastres, as-tu de l'argent? J'avais 700 en valeur canadien et américain sur moi, à part en liquide, en argent liquide, autre que les souvenirs que je ramenais. Ils ont tout gardé. L'argent que j'avais sur moi est disparu. Ils n'ont jamais pris en considération. Quand ils ont vu que je refusais de payer, bien là, c'est là qu'ils... Puis là, ultimement, quoi, vous avez passé devant un juge ou une instance? Bien, en fait, oui, le juge. Il faut dire vite, le juge. Selon les droits humanitaires, l'entente que le Panama a avec les Nations unies, c'est 12 mois de détention préventive. Si 12 mois, tu n'as pas passé à la cour, ils sont censés, par la loi, de te relâcher. J'ai passé à la cour 2 ans et 28 jours après. L'ambassade n'a pas fait le job. Ça, c'est l'autre question que je me suis toujours posée, parce que si effectivement il y a absence de preuves, il y a absence de soupçons, qu'est-ce qu'a fait le Canada pour vous défendre? Honnêtement, rien. Et pourquoi? J'ai écrit Parce que 3 votre lettres. cas a quand même été médiatisé ici, on en a parlé beaucoup et tout ça, Ouais. mais pourquoi il ne s'est rien passé? La seule chose que je sais, j'ai écrit 3 lettres à notre cher premier ministre, Stephen Harper, qui sont toujours restées sans réponse, ça venait jusqu'à aujourd'hui. La seule personne qui a vraiment poussé un peu pour que mon cas avance un peu plus vite, c'était Mme Jawida Sella, la députée de Saint-Hubert. Avec eux, ils sont venus à bout de pousser, mais je sais qu'il y a des entrevues où je pense qu'il y a certains médias qui ont essayé de contacter le premier ministre, puis ont dit « Ah, c'est un problème de drogue qui s'arrange avec ses problèmes ». Fait que c'est le fun quand tu voyages à l'étranger, tu n'as pas aucune protection, tu n'es pas protégé par ton pays. Il aurait pu avoir une enquête qui se fasse puis dire « Wow, attends une minute, ça fait 1 an que notre citoyenne est là, pourquoi elle est encore détenue et elle n'a pas passé en cours? » Il me semble qu'il aurait pu vérifier. Une autre affaire, durant supposément l'enquête, par les lois du Panama, ils ont 4 mois d'enquête, un délai de 4 mois. Si en dedans de 4 mois, ils n'ont pas fait l'enquête, qui n'est pas terminée, il faut qu'ils aillent devant un juge demander une extension. Ça n'a jamais été fait. Ils ont terminé leur enquête plus de 9 mois plus tard. Voyons donc. Et là, au final, donc, vous avez été déclaré là-bas coupable? Coupable parce que... Avec une sentence de... 6 ans et 8 mois. 6 ans et 8 mois. Bon. Humainement, là, comment on se sent là, quand on voit qu'il ne se passe rien, on fait des démarches, tout ça, le cauchemar se poursuit? Oui, assez, parce qu'à un moment donné, tu viens, comment je pourrais dire, tu vois plus la porte de sortie. Ouais. Excusez. Non, ça va. Allez-y. Parce que c'est un moment, je présume, là, quand on voit qu'il ne se passe rien, là, les démarches n'aboutissent pas, puis... et là, on se dit, c'est quoi, là, je vais être obligé de subir ma peine là-bas? L'état des prisons... L'état des prisons est probablement pas celle qu'on connaît ici. Là. Non. Non, ici, je dirais qu'on en est 10 étoiles. Ouais. C'est sûr que durant les démarches, tu as... Les avocats, là-bas, c'est juste le point de vue argent. Oui. Tant longtemps que tu as de l'argent à payer, il reste dans le dossier. Quand tu n'en as pas... Sauf que vous, pendant ce temps-là, bon, vous aviez une maison ici, vous aviez des avoirs, mais là, ça s'est mis à fond, j'imagine. J'ai plus rien. Les vêtements que je porte, même aujourd'hui, ça m'a été donné.
Donc, vous étiez là-bas sans défense, sans appui du gouvernement? T'as pas d'appui du gouvernement. Même l'ambassade te dit, bien, prends-toi un avocat, puis démêle-toi avec l'avocat. Quand même que tu demandes de l'aide au gouvernement, ils te ferment la porte. C'est pour ça que je me suis tournée vers les médias. C'est moi-même qui les ai appelés. Parce que vous avez même, je vous ai entendu, de là-bas donner une entrevue. Oui, j'en ai fait des entrevues avec d'autres chaînes. J'ai fait LCN, TVA, j'ai fait... Alors que vous étiez au Panama, oui, là. Le premier à qui j'ai vraiment parlé, c'était M. Claude Poirier. C'est le premier à qui j'ai parlé. Si vous aviez à résumer ces 4 années passées au Panama, en prison, qu'est-ce qui vous vient en tête? On survit, on s'accroche à quoi? Est-ce qu'on développe même des amitiés avec les co-détenus? Non. C'était quoi l'environnement dans lequel vous avez été pendant 4 ans? C'est sûr que c'est l'instinct bestial qui embarque à un certain moment donné. Le découragement. Tu perds ta dignité, tu perds tout. J'ai même fait une tentative, plus qu'une tentative de suicide. Si ma voisine de lit ne m'aurait pas vue, je ne serais pas ici aujourd'hui. Ça, c'est sûr. La dernière était assez grave, mettons. Vu que je parlais beaucoup dans les médias aussi, j'ai été menacée par le président du Panama, indirectement, si on veut, par le directeur général des services pénitentiaires du Panama, en disant que si je continuais à parler, que j'étais pour me faire soit retarder mon retour au pays, au Canada, et ou me faire disparaître à jamais. On a même mis du poison dans ma nourriture pour essayer de m'assassiner. Je peux dire qu'encore aujourd'hui, j'ai encore des séquelles. Et les conditions de détention là-bas, c'est quoi? Là? Avez-vous été battu, agressé, malnutri? Je ne sais pas. La malnutrition, oui. J'étais près de la grosseur que je suis aujourd'hui quand je suis partie pour le Panama. Quand je suis revenue... Vous avez pris combien de livres, là, sans indiscrétion, depuis que vous êtes revenu? Quand je suis partie du Panama, je pesais 121. Aujourd'hui, j'en pèse 150. Ouais. Quand j'étais vraiment squelettique, c'était vraiment la peau sur les os. Pas vraiment de relation avec les co-détenus, vous dites? C'était mieux pas. C'était mieux de rester plus dans ton petit coin si tu voulais rester en vie. Il y a des moments que tu as des... je m'en cache pas, tu as des pensées suicidaires, tu as des pensées meurtrières. Tu es tellement démuni. C'est l'aspect animal qui revient. Ouais. J'ai passé au travers de 2 émeutes. J'ai vu des femmes se faire tirer. J'en ai vu d'autres se faire poignarder. Une s'est fait couper avec une machette à l'épaule. Qu'est-ce qui fait que vous avez réussi à sortir de là? Parce que, donc, initialement, la peine était de quoi? De 6-7 ans, vous dites, c'est ça? 6 ans et 8 mois. Et là, qu'est-ce qui fait qu'au bout de 4 ans, ils vous ont relâché? Qu'est-ce qui s'est passé? Ça a pris 4 ans, 4 mois et 3 jours exactement. J'avais demandé un transfert pour le Canada parce que, honnêtement, si j'aurais resté au Panama, je n'aurais peut-être pas passé au travers. Mais qu'est-ce qui fait que votre demande a été acceptée? J'ai aucun dossier criminel ici au Canada. J'ai un dossier blanc comme neige. J'ai rien. Et puis, je présume qu'il doit avoir pris ça en considération. C'était pas comme si j'étais une terroriste qui était recherchée. Mais il a fallu que le gouvernement canadien accepte? Oui, le gouvernement canadien, il a fallu qu'il accepte. Il y a une enquête qui se fait, des enquêtes communautaires qui se fait sur mon entourage. Il y a des enquêtes qui se fait aussi, point de vue travail, qu'est-ce que je faisais au niveau du travail. Là, c'est... Mais est-ce qu'il y a eu un élément déclencheur? C'était quoi l'élément déclencheur pour que, finalement, le gouvernement canadien accepte de procéder dans votre Je pense que c'est le bureau de Mme Jawida qui sont venus à bout de vraiment pousser, parce qu'en temps normal, c'était 1 an et demi à 2 ans. Un coup que ton dossier est terminé au Panama, toutes les démarches peuvent être transférées. Sauf que là, et juste avant qu'on parle d'ici, comment s'est passée la journée du départ là-bas? Sauvage, barbare, inhumain. Je me serais fait réveiller à 4 heures du matin pour sauter d'une douche froide. La garde, c'est à peine, ça n'a pas rentré dans la douche avec moi pour s'assurer que je ne faisais pas d'appel ou quoi que ce soit. Ils n'ont jamais voulu me le dire à l'avance quand je partais pour la sécurité. Vous ne saviez pas, là? Non. Bien, je savais que je partais. Vous en doutez, là, quand vous êtes parti de la prison pour l'aéroport? Bien, oui, je savais. La seule chose que j'ai su, c'est que je savais que je partais avant Noël 2013. Mais la date exacte, je l'ai découvert par pur hasard, parce que j'étais quand même en bon terme avec une garde. Puis elle m'a dit, tu pars le 17. Mais là,
moi, avec ma grande bouche, je l'ai fait afficher sur Facebook. Fait que ça l'a comme arrêté le processus. Et puis, pour les autres, ils disaient que c'était pour la sécurité. Mais j'ai dit, quelle sécurité, là? Les agents fédéraux qui sont venus me chercher. La mienne, là, ils me disent, bien, c'est pour ta sécurité. Je dis, pardon. J'ai dit, pendant 4 ans, 4 mois et 3 jours, tu t'es jamais soucié de ma sécurité. Ça, je parle de l'ambassade. Puis là, parce qu'il y a 2 agents fédéraux qui viennent me chercher, que là, vous vous souciez de ma sécurité. J'ai été battue, j'avais des bras bleus, des jambes bleues. Vous n'êtes jamais venu me voir. On a essayé de m'empoisonner, vous n'êtes jamais venu me voir. Je perdais connaissance, soins médicaux, vous n'êtes jamais venu me voir. Donc là, il y a quoi? Il y a 2 agents de la GRC, 2 agents fédéraux? Je ne sais pas, parce qu'ils ne sont pas des plus jasants, mais je présume que c'est des agents qui travaillent avec le Service correctionnel canadien. Qui sont venus vous chercher au Panama? Oui, qui sont venus me chercher au Panama. Puis, Et là, une fois assise dans l'avion, là, des hauts le cœur. OK. Qu'est-ce qui vous vient en tête quand on est assis dans l'avion puis que ça part? Là? Là, tu dis, enfin, je pars, mais c'est quoi qui m'attend à l'autre bout? Comment je vais être traitée? Où est-ce que je m'en vais? Moi, j'ai su durant le transport que je m'en allais à Joliette. Ça, c'est là que je l'ai su. Vous ne le saviez pas, là? Non. Mais là, l'idée, c'était quoi? De continuer votre peine ici au Canada? Oui. Le Canada, ça, c'est une zone grise. Il y a la loi 22 sur le transfèrement des délinquants, qu'ils appellent. De l'anglais au français, elle se contredit. Il y en a une qui dit qu'il respecte la sentence initiale du Panama et les termes initiaux du pays où tu as été sentencé. Et puis, une fois arrivé au Canada, j'ai su le 24 décembre qu'ils voulaient recalculer ma sentence. Puis, au lieu... Moi, mon 2 tiers de la sentence, en réalité, était le 24 janvier 2014. J'aurais été censée d'être libérée du Panama. Sauf que j'ai décidé de m'en venir ici parce que je me suis dit, regarde, je vais être libérée le 24 janvier, c'est sûr. Regarde, ils vont respecter les sentences. Les autres, ils ont repoussé ça au 5 ou 7 juillet 2015. Wow, minute, là. Fait qu'ils changeaient les termes. Donc là, ils vous ont envoyé à Joliette. Oui. Puis vous avez passé combien de temps à Joliette? 63 jours. Après ça, on vous a envoyé en maison de transition? Non. Après ça, j'étais chez des amis. Que je croyais des amis, mais il y a eu de l'abus verbal, et puis t'as pas le droit de sortir, t'as pas le droit de sortir, on va appeler ton agent, mais regarde, là, j'ai le droit de sortir, là, j'ai le droit d'aller prendre marche le jour. Là. Et puis, au bout de 28 jours, là, il y a eu... C'est moi-même qui ai appelé le service correctionnel d'urgence, je lui ai expliqué qu'est-ce qui se passait, la personne en question elle criait comme une perdue en arrière de moi. Le service correctionnel m'a demandé c'est qui crie de même, je dis bien, c'est le dame où j'habite, et puis... Là, avec leur permission, je suis venue à bout de partir de là. J'ai un autre ami qui est venu me chercher, que j'ai été hébergée chez lui pour 2 jours. Là, ils ont exigé, après ça, les agents de... Mon agente à moi était partie en vacances, ou je sais pas, elle était absente du bureau. J'ai vu d'autres agents qu'il a fallu que j'aille voir. Là, ils m'ont dit, tu t'en vas en maison de transition. Fait que, ça, c'est après le 13 jours à Tanguay. Là, c'était pour une période de 6 mois. Non, excusez, je suis en train de vous induire en erreur. Quand j'ai rencontré les agents, ils m'ont dit, là, tu t'en vas en maison de transition, tu n'as pas le choix. Arrivé à la maison de transition, 4 heures après, je me suis fait arrêter par 4 policiers, menottes. Tu t'en vas à Tanguay. Pourquoi? C'est parce que la madame, elle a eu peur que je fasse une sortie médiatique pour dévoiler comment que j'étais traitée chez elle. Là, vous êtes allé à Tanguay? Ah ouais, combien de jours? 13 jours. 13 jours. Ouais, Puis là, finalement, ils vous ont libéré après? 13 jours, ils m'ont dit après ça, l'agente, elle m'a rappelé, puis elle m'a dit, là, tu n'as pas le choix, tu t'en vas en maison de transition pour 6 mois, c'est non discutable. Je dis, bien, faites qu'est-ce que vous voulez. De toute façon, tu es un numéro, comment je pourrais dire, tu es un numéro, tu ne t'appartiens pas, tu n'as pas le droit de penser, il faut que tu fasses ce que le service correctionnel te dit. Fait que j'ai été du 1er avril 2014 jusqu'à, je crois que c'est le 10 ou le 11 juillet en maison de transition à Montréal. Après ça, je me suis emmenée chez des amis. Et puis, il fallait que je reste à quelque part. Donc là, actuellement, vous êtes techniquement en liberté conditionnelle totale. Oui. Jusqu'à la fin de votre sentence, qui est le 14 avril 2016. 2016. Donc, ça fait à peu près, disons, un petit peu plus d'1 an que vous êtes revenu du Panama. C'est ça. Ça va faire 1 an, dans le fond, que vous êtes sorti de prison, là, tout court. C'est bien ça, ou à peu près? À peu près, oui. Mais pour vous,
le fait d'être en liberté conditionnelle, bon, évidemment, je présume que c'est quand même mieux que les conditions de détention du Panama, mais c'est pas une liberté complète, là. Non. Puis Non. vous vous sentez un peu comme surveillé, suivi. Pas directement surveillé, suivi, sauf que tu as tellement peur de prendre une décision sans en parler avec un agent, avec ton agent. Que ça nuise au reste, là, c'est ça? Qui disent que ça fait un bris de condition. Comme exemple, la première fois que j'ai été au centre d'achat, je voulais quasiment embarquer dans les vêtements de la dame avec qui j'étais parce que je tombais dans le monde. Là. C'est quoi, là? C'était comme un peu la crise de panique. Il faut toujours que je me rapporte. Je vois l'agent aux 2 semaines. Ça, c'est jusqu'à la fin du mandat, pas le choix. Si je vais avoir... Là, j'ai un périmètre de 75 km de mon lieu de résidence. S'il faut que j'aille à 75,1 km, il faut demander une permission. Ça ne veut pas dire que ça va être accepté. N'importe qui, pour n'importe quelle raison, peut appeler mon agent, puis porter plainte, puis je peux me faire retourner en prison pour une simple imbécilité. Là. Vous avez quel âge maintenant? 47. Qu'est-ce que vous souhaitez pour l'autre moitié de votre vie, si on veut? Parce que là, visiblement, vous aviez une vie, une carrière, une vie sociale, vous faisiez des voyages, de la photographie. Là arrive cet épisode-là qui va avoir duré un peu plus de 5-6 ans dans votre vie, qui laisse forcément des séquelles. Séquelles psychologiques, oui. J'ai des cicatrices qui vont rester là à vie, ça c'est sûr. Qu'est-ce que vous souhaitez pour l'autre moitié de votre vie? Vivre libre, vivre au jour le jour, puis au maximum. Parce que la vie peut basculer d'une fraction de seconde. Essayer de reprendre ma vie en main, ce qui n'est pas facile. J'aimerais recommencer dans la photo, mais il y a quelqu'un qui a décidé de prendre mon équipement pour s'en servir. J'essaye de le récupérer, mais c'est un autre combat là, que j'entreprends pour revoir ce qui m'appartient. Je veux juste mes biens, je ne veux pas avoir de l'argent, je veux juste savoir qu'est-ce qui était à moi avant que je parte. Donnez-moi mon stuff, c'est tout ce que je veux. Puis si, là, j'entreprends un combat qui va probablement durer encore plusieurs années, parce que je veux prouver mon innocence. Mais ça, comment on réussit à faire ça? Parce que le dossier émane du Panama, mais comme le Canada a accepté le transfert, donc je présume que techniquement au Canada, vous êtes comme détentrice d'un casier judiciaire? Pas censé d'avoir de casier judiciaire au Canada, parce que le crime, entre guillemets, il n'a pas été commis au Canada. Mais si on cherche par Interpol, c'est sûr que ça va sortir parce que c'est... Ah ouais. Mais si on regarde la GRC ou la Sûreté du Québec, ça ne sortira pas. Comment on réussit à se faire réhabiliter et à prouver l'innocence? Présentement, j'ai entrepris des démarches, une poursuite... je vais en entreprendre un autre parce que là, j'ai des délais à respecter. J'ai une poursuite contre le Panama à la Commission interaméricaine des droits de l'homme. Si on parle de 8 ans avant qu'on prenne le dossier, puis c'est long. Puis je prends la même poursuite et puis j'entame les procédures contre le Canada. Parce que le Canada t'a tourné le dos. Fait que... moi, c'est simple. Ce que je veux, c'est des excuses publiques du Canada et du Panama. Pensez-vous que ça va arriver? Je le sais pas. On a toujours espoir. Si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, bien garde. Je vais essayer. En tout cas, je vais me battre jusqu'à mon dernier souffle ou jusqu'à temps que je vienne à bout d'avoir des excuses. Puis, c'est sûr que les années que je perds là, depuis 2009, je les récupérerai pas. Mais j'ai tout perdu, là. OK, les biens matériels, ça se remplace. C'est fâchant, oui. Je vais essayer de les récupérer, j'y récupère, tant mieux. J'ai perdu un très bon emploi. J'ai perdu ma compagnie de photographie. J'ai perdu mes chiens, ça peut paraître enfantin, là, mais mes chiens, c'était comme mes bébés. Mes chiens, je les ai perdus. Fait que tu perds tout. Tu perds autant. Le matériel, OK, mais qu'est-ce qui est encore plus dur? C'est côté émotionnel, côté psychologique, ta dignité, ton respect. Là, le monde te regarde et dit, ouais. Y en a Est-ce que vous sentez parfois, dans le regard des autres, toujours un certain doute c'est sûr que chaque sur votre version des faits? C'est sûr que chaque personne a le droit à les opinions. Ça, j'en suis consciente. Je ne suis pas là pour juger personne. Mais il faudrait... Il y en a qui me disent « Sandra, je suis avec toi à 200 Sandra, je te comprends par où tu as passé » ou « Avec qu'est-ce que tu as expliqué jusqu'à date,
On est certain que tu n'es pas coupable. Mais il y en a d'autres qui disent, ah, ben, tu as un problème de drogue, il aurait dû consommer, elle en a pris. Je ne fume même pas une cigarette, puis je prends même pas un verre de vin, j'aime pas ça. Fait que de là, à commencer à me prendre de la drogue, là, Donc, vous étiez au mauvais endroit au mauvais moment? Exactement. C'est de même qu'on peut le résumer bêtement, c'est ça? Oui, c'est exactement ça. Puis je peux dire que maintenant, c'est sûr que je vais voyager un jour, c'est dans mes plans, mais... Mais pas le Panama? Non. L'Amérique centrale, il y a un gros Non. X ou un gros trou dans ma map, là. Mais non, à voyager dans ce coin-là, je ne penserai pas. Mais je vais voyager beaucoup plus léger, puis qu'est-ce que je vais avoir de besoin, je vais l'acheter sur place. Si je ne peux pas l'embarquer dans mon pack-sac avec moi dans l'avion, non. Sandra Malon, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Bonne chance à vous pour la Merci. suite des choses. Merci. Restez avec nous. Au retour, on vous présente le Babillard quotidien. Pour vous divertir dans le confort de votre foyer, Télébingo TVHR, tous les dimanches matins, 9h30, avec votre meneur de jeu, Alain Rameau. C'est un rendez-vous. Coulisses Bêta, version 3.0, jeudi, 19h. Montérégienne d'influence est un nouveau mouvement, un nouveau réseau pour accroître la présence des femmes dans les lieux décisionnels. Pour information, vous avez l'adresse Internet en bas d'écran. À chaque semaine, on vous présente des extraits du Conseil de ville via l'émission Saint-Jean-sur-Richelieu. Vous avez la grille horaire qui s'affiche actuellement. Le Télébingo, 3 500 $ en prix, 2 000 $ pour la carte pleine le dimanche matin, 9h30 en direct. 30 dépositaires pour acheter vos livrets partout sur le territoire. Pour connaître la liste, visitez le site Internet ou vous téléphonez ici même. Et pour me joindre directement durant la semaine, Éric Latour en un mot, à commercial tvhr9.com. À demain.